Bonsoir à tous et merci de nous retrouver de nouveau sur les antennes de la télévision du monde pour cette nouvelle édition de votre émission d'entretien exclusif, Un fauteuil pour vous. Dans le registre des candidats à l'élection présidentielle au Cameroun, c'est l'un des rares jeunes à avoir brigué la magistrature suprême en 2018. Ce jeune loup aux dents bien longues est une véritable bête politique, une notoriété qu'il s'est forgée en investissant le champ politique au Cameroun depuis plusieurs décennies et en innovant le champ visuel du dernier scrutin présidentiel au Cameroun avec une communication politique déclinée lors de la campagne en vue de ces présidentielles sur des supports innovants. Notre invité ce soir est le premier secrétaire d'une formation politique, auteur d'un mémorandum de 20 pages contenant les propositions pour une solution définitive à la crise anglophone. Distingué à plusieurs occasions pour sa responsabilité politique, Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale et candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018, est notre invité ce soir. Serge Espoir Matomba, bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir M. Sandjon, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'LTM Télévision et bonsoir comme ça à toute l'équipe qui vous accompagne ce soir. Merci de nous avoir rejoints dans le cadre de cette émission En fauteuil pour vous. Je voudrais qu'on commence par l'actualité, vous la connaissez mieux que moi. Les zones chrysogènes du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Depuis 2016, votre formation politique insiste sur l'urgence d'un dialogue inclusif. Le gouvernement de la République, à travers le Premier ministre, a effectué des descentes dans le chaudron du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun il y a encore quelques semaines. D'abord, quel est le regard que le leader politique que vous êtes jeté sur cette actualité, sur ces deux descentes du Premier ministre? Avant peut-être de parler, n'est-ce pas, des descentes du Premier ministre, il faudra que nous puissions faire une sorte de chronologie, n'est-ce pas, des événements. On sait que la dernière en date de cette crise débute en 2016. Et depuis lors, nous avons fait des sorties, n'est-ce pas, demandant urgemment que nous puissions avoir un dialogue inclusif. Parce qu'il fallait d'abord reconnaître qu'il y a une crise. Après cette reconnaissance, il fallait donc aller vers des premières pistes de solution. Et la toute première piste de solution que nous avons trouvée et que nous avons d'ailleurs proposée, c'est le dialogue inclusif. Et nous avons d'ailleurs cité tous ceux-là qui peuvent faire partir, n'est-ce pas, de ce dialogue. Il faut le dire, après, déjà en 2016, nous parlions du dialogue inclusif. En 2017, nous avons évolué en demandant qu'il y ait une force tampon constituée, n'est-ce pas, des acteurs nationaux. C'est-à-dire qu'une force qui sera entre le gouvernement et tous ceux qui ont développé, n'est-ce pas, les velléités sécessionnistes. Quand on a pu voir qu'il y a débordement de ce côté-là, on s'est dit non, il fallait faire quelque chose urgemment avant que on ne nous l'impose, n'est-ce pas, de l'extérieur. Parce que je continue de croire, nous continuons de croire au sein de notre formation politique que cette crise aura et a le droit d'avoir une solution camerounaise. Et nous pensons qu'au Cameroun, il y a des acteurs, n'est-ce pas, qui sont en mesure de résoudre cette crise. Tout au moins, trouver des solutions de pistes de sortie de crise et ensuite trouver des solutions définitives. Et il faut dire qu'il y a quelque temps, nous avons présenté un mémorandum, n'est-ce pas, sur la résolution définitive de la crise. Pourquoi, M. Sandjo? Parce que lorsque un problème est mal posé, alors il est évident que les solutions seront des mauvaises solutions si le problème n'est pas compris. Et il fallait donc analyser le problème dans le fond. Nous nous rendons compte que ce n'est pas un problème de 2016. C'est un problème qui date depuis l'impérialisme, depuis l'époque coloniale. Parce que si nous repartons un peu dans l'histoire, le Cameroun est partitionné après la Deuxième Guerre mondiale. Une partie est attribuée à la France, une autre partie à l'Angleterre. Voilà en réalité pourquoi est-ce que les Camerounais se battent aujourd'hui pour quelque chose qui ne leur concerne pas. Et il faut donc, pour apporter une solution, n'est-ce pas, définitive à ce problème, comprendre déjà que ce problème
date de cette période-là, que ce problème est un problème identitaire, que ce problème est un problème culturel, outre le fait de la répartition des richesses. Serge, on parlera largement de ce mémorandum et des propositions qui ont été faites par votre formation politique. C'était le 22 avril 2019. Mais je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur le diagnostic que vous faites, dites-vous, de cette crise. En 2016, vous indiquiez dans vos propos, vous appeliez dans les multiples rencontres avec les médias à la libération, dit-on, de quelques personnes arbitrairement interpellées et des prisonniers dans le cadre de la dite crise. En septembre 2017, vous-même vous l'aviez indiqué, vous marquiez votre désapprobation face à la profanation des emblèmes de notre pays. Et le 2 octobre 2017, vous parliez de cette fameuse force tampon en vue justement de servir de médiatrice. Est-ce que vous aviez fait le bon diagnostic au regard de l'escalade de tensions dans ces régions-là où on est passé d'une crise des revendications d'ordre corporatiste à une velléité insurrectionnelle à la limite et quelques revendications séparatistes? Avez-vous à ce moment précis fait le bon diagnostic? Il faut dire que nous sommes cohérents avec notre démarche. Dès le départ, après la première tentative de dialogue, il y a eu des arrestations. Nous avons demandé la libération des personnes arrêtées. Et après les arrestations, nous avons constaté que l'escalade a continué. Nous sommes allés plus loin en demandant l'instauration d'une force tampon. Nous sommes toujours dans la logique, n'est-ce pas, non seulement de la compréhension du problème, mais de la résolution de la crise. Tout au moins, en ce moment-là, nous étions dans une résolution temporaire qui pouvait permettre, n'est-ce pas, aux partis qui sont engagés dans le conflit de déposer non seulement les armes, mais d'aller vers un apaisement. Avez-vous vu venir, j'y arrive, les velléités insurrectionnelles? Non, il faut dire que à l'analyse, après les premières sorties, n'est-ce pas, après les premières revendications, après les arrestations, il était évident que les camps allaient tout de suite n'est-ce pas, se radicaliser. Parce qu'on a pu comprendre certaines personnes parler d'une tentative de dialogue de dupe et les camps se sont radicalisés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des arrestations. Donc nous avons d'ailleurs demandé la libération de tous ceux-là qui étaient arrêtés dans le cadre de cette crise. Il faut dire, maintenant, les agendas cachés des uns et des autres se font découvrir au fur et à mesure. Mais toujours est-il, M. Sanjo, que nous parlons là d'un pays qui a ses réalités, d'un pays qui a ses enfants, d'un pays qui a besoin de tous ses enfants pour se construire. Mais nous ne devons pas perdre de vue que nous ne devons pas céder à la distraction. Pourquoi? C'est pour cette raison qu'il faut aller dans le fond du problème. Comprendre pourquoi est-ce que nous nous battons. Est-ce que c'est justifié que nous puissions nous battre? Est-ce que c'est justifié que le sang camerounais puisse couler? De nos jours, et nous arrivons à la conclusion que, effectivement, il y a un problème qui a besoin d'une solution qui ne nous ramènera pas dans un problème d'ici 20 ou 30 ans. Parce que, voyez-vous, toutes les propositions de solutions qui ont été faites jusqu'à présent, du moins jusqu'au 20 avril dernier, étaient des propositions de solutions de sortie de crise. Mais alors, il faut bien résoudre ce problème jusqu'à ne plus l'avoir d'ici 20-30 ans. C'est pour cette raison que nous parlons, M. Sanjo, non seulement de la refondation du système éducatif, mais de la révolution culturelle. Et dans le mémorandum que nous avons présenté, nous donnons, n'est-ce pas, toutes les indications qui nous permettront de ne plus vivre ce type de problème. Monsieur le Premier secrétaire, je vous assure qu'on va largement évoquer ce fameux mémorandum. C'est d'ailleurs l'objet de votre présence ce soir ici. Mais je voudrais qu'on s'arrête sur vos propos. Vous parliez d'agenda cachés. Les avez-vous identifiés? Qui sont ceux qui ont des agendas cachés, à votre avis, dans ces régions-là et qui pourraient s'aborder le dialogue que vous appelez de tous vos voeux et que le gouvernement vient de relancer? Écoutez, je ne sais pas lire dans une boule de cristal, mais ce que je peux constater, c'est que on est parti, n'est-ce pas, des revendications corporatistes pour des revendications sur la forme de l'État et bien d'autres, et pour ensuite aller vers la sécession. C'est pour dire que je ne peux pas savoir si c'était planifié bien avant,
Mais ce que je peux dire et constater, c'est ce qui se fait et ce qui se déroule sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est ce que je déplore. Parce que, comme je l'ai dit, il y a plusieurs méthodes et moyens, n'est-ce pas, de discuter et de parler d'un problème qui concerne une nation. Certaines formations politiques, au lendemain du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018, ont visiblement choisi une voie qui n'est pas la vôtre. Vous l'aviez d'ailleurs indiqué, parlant de voies chaotiques sans issue. Vous faisiez allusion à quelle formation politique très précisément, Serge Espoir Matomba? Écoutez, nos sorties ont respecté, n'est-ce pas, notre idéologie et notre organigramme de travail. Vous savez, nous ne sommes pas aussi indifférents à l'actualité. Mais il est évident qu'après l'élection présidentielle, nous avons dit, après les constats que nous avons faits, il fallait aller directement vers des propositions qui viseront à améliorer, n'est-ce pas, le système électoral et améliorer les conditions de vie des Camerounais en attendant, n'est-ce pas, les prochaines échéances. Nous avons dit, nous avons tourné la page de la présidentielle. Si certains sont encore dans cette phase-là, écoutez, c'est un chemin qu'ils ont choisi. Nous respectons cela, mais nous ne nous joignons pas à eux. Et depuis lors, nous sommes en train de travailler pour, n'est-ce pas, continuer ce que nous avons bien commencé. Est-ce qu'il faudrait entendre derrière ces propos du premier secrétaire du Peuple Uni pour la Rénovation sociale que vous condamnez les marches blanches d'une certaine formation politique qui persiste malgré les interdictions multiples des autorités publiques? Monsieur Sanjo, chaque parti politique a, n'est-ce pas, sa méthodologie de travail. Et comme je l'ai dit, chaque parti a sa méthodologie de travail. Et plusieurs personnes savent selon pourquoi. La question de responsabilité, plusieurs personnes savent ces méthodes subversives. Plusieurs personnes savent pourquoi ils sont arrivés en politique. Ils savent où est-ce qu'ils sont en train d'aller. Ils savent comment est-ce qu'ils vont y arriver. Mais nous sommes là, Monsieur Sanjo, pour construire, pour bâtir. Parce que nous le disons, que nous devons d'abord, dans un premier temps, construire l'homme, le Camerounais, pour que lui, il puisse construire, n'est-ce pas, la nation. Et nous devons ensemble amener les Camerounais à construire la nation. Mais ceci dans la vérité, Monsieur Sanjo. Parce que, vous savez, il y a une image de la politique que les Camerounais ont aujourd'hui. Il faut réussir, n'est-ce pas, à dire aux Camerounais, la politique, ce n'est pas un enfer. Ce n'est pas un jeu de manipulation. Ce n'est pas du mensonge. Dans la politique, il y a la vérité. Et nous pouvons construire une nation dans la vérité. Mais nous ne pouvons pas nous comporter, M. Sanjo, comme si nous étions déjà des personnes qui ont toute la maîtrise, n'est-ce pas, de la science, et nous nous disons que seule notre pensée, n'est-ce pas, est la vérité, ou alors est la réalité, et nous devons avancer avec cela. Est-ce que cette philosophie, et ce constat que vous dressez, pourrait coller à la peau du MRC, qui semble être le parti politique aujourd'hui, qui semble braver l'autorité de l'État? Écoutez, j'ai l'habitude de dire que même si les lois sont mauvaises, nous les respectons d'abord, et puis nous voyons comment, n'est-ce pas, accéder au pouvoir et modifier, n'est-ce pas, ces lois qui sont mauvaises. Sinon, nous ne sommes plus dans un pays. Nous ne sommes plus dans un état de droit. Nous ne sommes plus dans une nation. Et nous avons tout intérêt, n'est-ce pas, à construire la nation. Mais comme je le dis encore, M. Sanjo, chaque parti a ses méthodes de travail. Mais celle actuelle ne vous satisfait pas visiblement. Le constat a pu être dressé par vous-même dans vos propos. Je voudrais qu'on parle justement de cette fameuse crise anglophone. Vous aviez annoncé qu'il fallait l'ouverture d'un dialogue. L'État semble avoir engagé ce processus avec des résultats plutôt probants pour ce qui est des revendications d'autres corporatistes. Il y a une évolution sur le terrain, une relance du dialogue est effective, du moins à travers l'annonce qui a été faite par le Premier ministre lors de ses récentes descentes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Vous aviez rendu public un mémorandum venant justement à ce mémorandum-là. Et dans ce mémorandum, vous faisiez des propositions pour une sortie définitive de crise. J'aimerais qu'on s'arrête sur les grands piliers de ce mémorandum-là. D'abord, il y a un volet qui semble m'intéresser. Vous aviez parlé du plan administratif qu'il faut absolument revoir avec une véritable décentralisation. Serge Espoir, nous sommes dans les solutions de sortie de crise. Qu'est-ce que vous mettez concrètement dans décentralisation et comment est-ce que vous la pensez? Écoutez, la décentralisation, outre ce qui est
n'est-ce pas, dans les tests depuis 1996. Nous disons que ces tests doivent déjà être reformés, mais nous avons besoin d'une véritable décentralisation. C'est-à-dire le pouvoir doit être transformé aux collectivités territoriales décentralisées. C'est-à-dire le pouvoir doit revenir au peuple à la base. Parce que seul un peuple, permettez-moi, j'ai, n'est-ce pas, cette chance-là d'avoir bénéficié des suffrages de plusieurs Camerounais et je suis conseiller municipal. Donc je peux vous dire que quand on parle de peuple ici, pouvoir local, on parle de la gestion, n'est-ce pas, d'une cité, d'un arrondissement par, n'est-ce pas, les élus de cet arrondissement-là qui ont non seulement des projets pour la municipalité, en emmenant les Camerounais vivant, n'est-ce pas, dans le même périmètre de commandement, à participer, n'est-ce pas, au développement de cette localité, mais aussi en ayant de la ressource nécessaire, n'est-ce pas, pour développer cette localité. Qu'on ne vous dise pas que, voilà, aujourd'hui, vous avez intérêt à construire 10 forages et pourtant, vous n'avez nécessairement pas besoin de ces 10 forages. Ou qu'on vous dise que vous avez intérêt à avoir une route qui partira de X, d'un point X pour un point Y, et pourtant vous n'avez nécessairement pas besoin. Donc le développement local doit être pensé, n'est-ce pas, par ceux qui résident dans la localité et qui ont un véritable projet, mais qui ont surtout le pouvoir d'agir. C'est ce que nous pensons déjà, n'est-ce pas, expliquer avec des mots aussi simples du pouvoir local qui peut être retransmis au peuple. Et nous disons, la décentralisation n'a jamais été appliquée au Cameroun. Donc nous ne pouvons pas faire un procès à la décentralisation qui n'a jamais été appliquée. Ce qui se passe généralement, c'est on essaye de déléguer quelques pouvoirs, n'est-ce pas, aux collectivités territoriales décentralisées, et ces pouvoirs ont une certaine limite. J'ai cette chance-là d'être dans une mairie, je peux vous dire, quand j'observe comment nous fonctionnons au conseil municipal et quand je regarde comment l'exécutif travaille, je peux vous dire que l'exécutif local n'a pas de pouvoir. Accélération de la décentralisation comme l'une des solutions sur le plan administratif pour une résolution de la crise. Tel est le fameux contenu de ce mémorandum qui a été rendu public le 22 avril 2019. Serge Espoir Matomba, l'on a une vague définition de cette décentralisation. D'aucuns disent qu'il s'agit d'un transfert de compétences et de moyens aux collectivités territoriales décentralisées, donc des mairies ou encore des communes. Les communes sont-elles suffisamment aguerries pour pouvoir gérer d'importants moyens? Est-ce que la ressource humaine est suffisamment étoffée à ce niveau? Écoutez, là, le problème, le débat n'est pas à ce niveau aujourd'hui. Nous ne pouvons pas être en train de débattre sur la ressource humaine aguerrie pour gérer ces ressources. Les collectivités territoriales ont besoin... Donc pour vous, il faut seulement donner l'argent. Non, les collectivités territoriales ont besoin, n'est-ce pas, des ressources, ont besoin de leur pouvoir local pour gérer. Maintenant, il y a le peuple qui, lui, choisit ses leaders. Oui. Il y a ce peuple-là. Outre la fonction publique locale que nous avons présentée lors des élections de la campagne présidentielle qu'il faut développer, c'est-à-dire pour les collectivités territoriales décentralisées, parce qu'il y a une fonction publique locale qu'il faut développer et mettre en place. Outre cela, il y a que le peuple choisit ses dirigeants. Le peuple vote ses conseillers. Le peuple vote son maire. Ça veut dire que le maire ou la liste qui n'a pas de projet fiable pour la communauté... Est-ce que ce peuple-là, Serge, justement, est-ce que ce peuple-là vote vraiment? Et lorsque vous avez cette expérience, vous êtes sur la scène politique, je l'ai indiqué dès l'entame de mes propos, depuis plus d'une décennie désormais, vous avez le sentiment qu'on vote au Cameroun par conviction? Est-ce que ce peuple-là que vous indiquiez est capable d'influencer le vote au niveau des collectivités territoriales décentralisées? Monsieur Sanjo, je vous répondrai plusieurs fois oui, oui et oui. Monsieur Sanjo, j'ai été élu en 2013. J'ai été élu sur la base de quoi? Sur la base d'un projet que j'ai présenté. J'ai rencontré des citoyens de ma localité. J'ai discuté avec eux. Je suis allé vers eux. Et je rends ce service-là aujourd'hui au niveau, n'est-ce pas, de la municipalité. Et lorsque vous observez dans plusieurs arrondissements, dans le Noun, à Yabassi, un peu partout,
vous pensez que ce n'est pas le peuple qui vote? Le peuple vote. Et vous avez aussi votre part de responsabilité, M. Sandio, en termes d'information, en termes d'éducation du peuple. Parce que ce que nous voulons, c'est que le peuple soit conscient désormais qu'il choisit des personnes qui ont un projet réel pour leur cité. Qu'ils choisissent des personnes qui ont, n'est-ce pas, l'envie, le désir de positionner leur cité à la première place au niveau national. Donc nous avons besoin, n'est-ce pas, que vous participez aussi à cet effort-là. Parce que, voyez-vous, lorsque vous nous invitez généralement, c'est pour parler de tout, sauf de ce qui pourrait développer, c'est pour parler de plusieurs autres choses, sauf de ce qui pourrait éduquer le peuple. Mais nous disons, le peuple a besoin de comprendre que ceux-là qui se présentent pour défendre, n'est-ce pas, une position X ou Y, ou alors ceux-là qui aspirent à diriger leur localité ont un projet réel, un projet réalisable. C'est ainsi qu'ensemble, nous allons amener le peuple à pouvoir librement choisir ses dirigeants et ne pas, n'est-ce pas, choisir en fonction de l'appartenance ethnique ou alors religieuse ou encore même politique. Parce que vous pouvez appartenir à un parti politique et ne pas voter pour la liste de votre candidat. Sage Espoir, il faut donner plus de pouvoir aux collectivités territoriales décentralisées. C'est votre vision de cette décentralisation. Pour être plus concret sur cet élément-là, il faut combien pour que ces collectivités se sentent à l'aise en termes de chiffres? Votre pensée retourne encore, nous renvoie à la centralisation du pouvoir qui lui décide du montant à attribuer aux collectivités. Mais ce n'est pas cela, M. Sandio. La question que je vous pose, il ne s'agit pas. La question de la décentralisation, chaque communauté a ses réalités. Chaque communauté a ses réalités. Je précise. Chaque communauté ou chaque localité n'a pas les mêmes moyens. Exact. Les mêmes moyens et les mêmes ressources. Je vous pose cette question. Mais M. Sandio, vous ne pouvez pas décider que pour les 360 communes au Cameroun, vous allez donner à chaque commune 1 milliard de francs, par exemple. Vous ne pouvez pas décider. Parce que chaque commune doit pouvoir produire ses ressources aussi. Doit pouvoir gérer ses ressources. Attention, monsieur Celles Sandio. qui n'ont pas de ressources. Ce n'est pas. Celles qui il n'y a aucune commune. Il n'existe pas de commune sans ressources. Ça, je vous le dis et je vais vous le redire. Il n'existe aucune commune sans ressources. Les communes qui n'ont pas de ressources ont tout simplement une défaillance d'hommes qui ne peuvent pas créer des ressources. Et à ce niveau, c'est pour cette raison que nous disons, nous avons besoin de retravailler l'homme. Vous battez en brèche la méthode par péréquation aujourd'hui qui voudrait que les communes justement qui sont les moins nantis en termes de ressources humaines et qui sont donc incapables d'impulser eux-mêmes leur propre développement peuvent bénéficier des moyens qui viennent de l'administration centrale dans le cadre d'une sorte de redistribution des centimes additionnels communaux. Je ne prends que cet exemple-là. Pour vous, cette méthode par péréquation, on le bat en brèche parce que toutes les communes ont la capacité aujourd'hui de se développer de manière autonome. Monsieur Sandio, tant que nous n'allons pas comprendre le véritable problème que nous avons, alors nous trouverons toujours les mauvaises solutions. Voyez-vous, le problème ne se pose pas au niveau des moyens. Même si vous prenez le milliard que vous remettez à chaque commune aujourd'hui, avec les hommes qui sont là, qui dirigent ces communes, qui peu comprennent déjà ce qu'ils ont à faire, il est évident que les populations ne sentiront pas un développement direct. Ils ne sentiront pas la construction de leur vie directement. Pourquoi? Parce que la ressource humaine même en elle-même est pauvre pour le moment. Et nous disons qu'il urge, n'est-ce pas, de retravailler le Camerounais, de redéfinir le profil du Camerounais, de reconstruire l'homme camerounais. Parce que voyez-vous, lorsque nous parlons aujourd'hui des détournements, vous savez qui détourne? Ce sont les Camerounais. Ce ne sont pas des étrangers. Et ils détournent quoi? L'argent destiné à quoi? À quel type de projet? Mais ils ont quand même, n'est-ce pas, ils le font avec aisance. Comme pour dire que le problème n'est pas au niveau de la ressource, c'est la révolution que nous devons provoquer en chacun. Et la responsabilité que chacun doit pouvoir intégrer vis-à-vis
de sa fonction et de sa responsabilité envers non seulement la localité, la communauté, mais la nation. Surtout. Donc, il faut et il urge que nous puissions, n'est-ce pas, faire ce que nous avons à faire, au lieu de croire qu'en bouchant les trous, nous arrangeons la situation et pourtant nous provoquons beaucoup plus, n'est-ce pas, les failles dans le système. Donc, il faut absolument accélérer la décentralisation. La vraie, c'est l'une des propositions pour ce qui est du pilier administratif de ce fameux mémorandum. Sur le plan territorial, vous parliez d'un redécoupage géographique, je crois que c'est cela, si j'ai une très bonne Oui, nous parlons d'un redécoupage des régions en fonction des facteurs sociologiques, anthropologiques et ethnologiques. Qu'est-ce que ça va changer à la situation dans les régions du nord de Ben, écoutez, un redécoupage. Déjà, on ne sait pas, on ne sait pas sur quelle base le découpage présent a été fait. Donc, il faut un redécoupage du Cameroun qui répondra n'est-ce pas, à ces facteurs dont je viens de citer, c'est-à-dire que sociologique, anthropologique, ethnologique. Donc, vous ne pouvez pas me dire que, je vais vous prendre un exemple. Lorsque vous partez de Douala jusqu'à Limbe, tous ces peuples qui vivent de la côte là sont généralement considérés comme des Sawa. Comment est-ce que vous expliquez que vous avez des Sawa au sud-ouest, vous avez des Sawa au littoral et vous avez des Sawa dans le centre, dans le centre, évidemment. Comment est-ce que vous expliquez ça? C'est un peu comme si vous avez, c'est un peu comme vous avez des bananes dans le littoral et vous avez aussi des bananes dans le centre. Comment est-ce que vous expliquez ça? Quand vous longez du côté du nord-ouest et autres, quand vous regardez comment est-ce que le découpage a été fait, il ne répond en rien. Et il urge donc de refaire ce découpage. C'est au niveau national. Ce n'est pas un découpage de certaines régions. Non, au niveau national, nous devons refaire le découpage, M. Sandio. Il s'agit de cela. C'est pour cette raison que les anthropologues doivent être mis à contribution, les sociologues doivent être mis en contribution, et tous ceux qui ont, n'est-ce pas, la capacité de pouvoir apporter un plus doivent être mis à contribution. Alors, je voulais justement savoir ce que ça change véritablement dans le cadre de cette crise-là. Est-ce que c'est une solution? Et ce redécoupage-là, pour ce qui est des régions anglophones, vous suggérez quoi exactement, Serge Espoir Matomba? L'histoire nous rattrape avec ces régions, l'histoire du Southern et du Northern Cameroun. Monsieur Sandio, vous allez refaire cette histoire. Monsieur Sandio. Avec des solutions que nous proposons, il n'y aura plus de Cameroun anglophone. Il n'y aura plus de Cameroun francophone. Il y aura un Cameroun. Il s'agit de cela. Lorsque nous parlons de ce redécoupage, nous parlons d'un Cameroun. Nous parlons d'un Cameroun où chaque Camerounais se trouve dans une situation confortable, où il se dit, est-ce que le redécoupage en question inclut la réduction du nombre de régions? Permettez-moi, le problème... Au regard des similitudes sociologiques que vous aviez évoquées tout à l'heure, en prenant le cas des peuples de la côte, est-ce que cela sous-entend qu'au sein de PURS, on pense qu'il faut revoir le nombre de régions? Le débat n'est pas au niveau du nombre de régions. Je l'ai dit encore. Conformément aux sociologues ou aux anthropologues, on peut décider que le Cameroun a désormais 2 régions ou 3 ou 4. C'est un exemple. Ou 5 ou 6. Pourquoi pas 10 régions comme c'est le cas? Mais alors, comment est-ce que ce découpage est fait? Mais cela n'est pas le plus important. Ça, c'est un point sur le point administratif et territorial. Mais il y a quelque chose qui est le plus essentiel, c'est la langue. Monsieur Sandio, parce que nous disons dans ce mémorandum, qu'il urge que nous puissions avoir une langue nationale qui sera parlée, utilisée dans l'administration, qui sera, n'est-ce pas, transmise à l'école, à nos enfants, et que nous utiliserons, M. Sandio. Voilà, en fait, le type de révolution que nous devons provoquer pour ne plus vivre ce type de problème. C'est-à-dire qu'on ne dise pas que dans une administration X, on a une ethnie qui est débordante parce que le ministre appartient à cette ethnie-là, mais qu'on dise que dans une administration, on a des Camerounais et tous s'expriment dans la même langue. On ne va pas ici effacer, n'est-ce pas, le nombre d'ethnies qui existent au Cameroun, mais au moins nous allons nous identifier par quelque chose, par
quelque chose de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus national, qui sera une langue. Là, on ne parlera plus du Cameroun anglophone ou du Cameroun francophone. Dans un pays qui a plus de 250 ethnies, est-ce que c'est facile de faire un tel choix? Monsieur Sanjo, vous savez combien d'ethnies existent en France? Plus de 300 ethnies en France. Mais la France a adopté le français comme langue nationale. Vous pensez que les pays qui ont une langue nationale propre à eux n'ont pas d'ethnie? Si, ils en ont. Il ne s'agit pas de choisir, n'est-ce pas, dans une ethnie, une langue qui sera parlée par les citoyens. Non, il ne s'agit pas de cela. Il y a des centres de recherche qui travaillent, n'est-ce pas, sur le concept de langue. Il ne faudrait pas oublier, M. Sanjo, que la langue n'est pas tout simplement un facteur d'identité, mais c'est un facteur de pouvoir. Il ne faut pas l'ignorer. Parce que plus on utilise votre langue, plus vous êtes assujetti à ces personnes. Il ne faudrait pas l'ignorer. Donc il urge que nous puissions avoir une identité réelle qui nous permettra, n'est-ce pas, de nous différencier des autres. Vous parliez également du plan éducatif et juridique. J'aimerais qu'on sorte peut-être par ces deux autres suggestions qui ont été faites dans votre mémorandum. Vous voulez revoir notre système éducatif. Vous souhaitez, on pourrait le dire ainsi, supprimer ces deux sous-systèmes aujourd'hui qui cohabitent au sein de la communauté éducative au Cameroun. Cela pourrait résoudre le problème une fois la révolution culturelle amorcée avec l'instauration d'une langue nationale. Vous pensez que ça peut être aussi l'une des solutions pour éviter de retomber dans les travers d'une crise comme celle que nous vivons aujourd'hui dans ces régions-là? C'est une solution. Écoutez, nous disons surtout qu'il ne s'agit pas uniquement, n'est-ce pas, d'harmoniser les deux systèmes pour avoir un seul système, mais nous disons surtout qu'il faut refonder le système éducatif qui, lui, dans plusieurs facteurs, va connaître, n'est-ce pas, va permettre au Cameroun de non seulement se positionner, mais surtout se construire par ses fils. Parce que, voyez-vous, M. Sanjo, nous disons aujourd'hui, comme il est dit de coutume, que les Camerounais ont un problème de mentalité, les Camerounais ont un problème c'est-à-dire tout tourne autour de l'homme camerounais. Et il urge pour nous de définir, de redéfinir le type de pays dans lequel nous voulons vivre. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, nous devons définir le type de Camerounais qui doit pouvoir vivre dans ce pays, c'est-à-dire le profil du Camerounais qui doit pouvoir vivre. Et nous allons donc adapter l'éducation à ce type de profil que nous voulons avoir. Et en adaptant, il est clair que nous n'aurons plus, n'est-ce pas, un système anglophone ou un système francophone. Surtout que la révolution culturelle sera provoquée. Nous irons vers une seule langue, un système éducatif harmonisé, dont nous aurons un seul système, n'est-ce pas, avec une seule loi d'orientation. Alors pour la mise sur pied de ces différentes propositions, vous mettez également en relief la mise sur pied urgente de plusieurs commissions. Serge Espoir Matomba, plusieurs commissions, cela suppose finalement que le retour à la stabilité dans ces régions peut s'inscrire dans un processus? Le retour s'inscrit dans un processus. Donc vous partagez la posture du ministre des Relations extérieures qu'il a indiqué dans ses propos. Le dialogue, permettez-moi, le corps diplomatique, il s'agissait d'un processus. Le dialogue n'est que l'ouverture au processus, n'est-ce pas, du retour à la stabilité. Le dialogue n'est que l'ouverture. Avec le dialogue, on se parle, on se dit, oui, voilà ce que nous allons faire ensemble. Voici ce que nous devons arrêter de faire maintenant. Et voilà comment nous devons cheminer. Et on se donne des délais pour avancer. Donc voilà en réalité, M. Sanjo, c'est tout un processus. C'est comme la construction d'une nation. On ne construit pas une nation en une journée. On ne se lève pas, on se dit, parce qu'on a besoin de voir, n'est-ce pas, le pain camerounais être utilisé, parce que c'est tout le désir, n'est-ce pas, que nous avons au sein de notre formation politique, que nous puissions dire que par semaine au Cameroun, il y a une journée où on ne porte que le pain camerounais. Mais on sait aussi que c'est un processus. Et parce que c'est un processus pour arriver, n'est-ce pas, à permettre non seulement à l'industrie du pain camerounais de sortir la tête de l'eau, mais aussi à démontrer que nous avons culturellement quelque chose que nous pouvons vendre aux autres, présenter aux autres comme étant... Vous ne craignez pas l'isolement avec une telle approche? Écoutez, l'isolement, pourquoi?
L'isolement, pourquoi? Parce que ce sont des pratiques à la limite protectionnistes. Oui, mais il faut bien. Et nous sommes dans notre ligne politique, attention. Nous sommes dans notre ligne politique. Et ce que nous disons, c'est que le Camerounais doit commencer à consommer camerounais. Vous savez, on a l'habitude de renvoyer la responsabilité, n'est-ce pas, de la défaillance économique uniquement sur les pouvoirs publics. Et pourtant, nous, citoyens, nous participons à grande partie à la défaillance économique. Parce que nous refusons de consommer des produits qui sont produits chez nous. Nous refusons de transformer des produits que nous avons et nous préférons consommer ce qui vient d'ailleurs. Et je le disais encore en parlant du tissu, comme j'étais en train de le mentionner. Imaginez-vous, si aujourd'hui, le ministre de l'Éducation supérieure, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement de base, et secondaire, décidait que dans nos différents lycées, collèges, écoles primaires et même les étudiants, n'est-ce pas, au supérieur, qu'on n'utilise que du pain camerounais. Vous pensez que nous sommes des parents, nous n'allons pas acheter des tissus pour nos enfants, pour coudre? Voilà une décision sage qui pourrait être prise et qui pourrait être appliquée. Mais qu'est-ce que nous développons? Non seulement l'industrie du pain camerounais, mais nous permettons à plusieurs Camerounais, n'est-ce pas, d'avoir de l'emploi. Parce qu'autour du pain, plusieurs métiers vont se développer. Autour de la culture du coton, plusieurs métiers vont se développer. Autour de la transformation, n'est-ce pas, du coton, plusieurs métiers vont se développer. Voilà, monsieur Sandio. Il ne s'agit pas pour nous de dire que la responsabilité des pouvoirs publics, n'est-ce pas, tout est de la responsabilité. Nous avons notre part de responsabilité et nous devons pouvoir l'assumer. Monsieur Sandio, et commencer à dire que non, nous avons intérêt à construire. Parce que croyez-moi, j'ai l'habitude de le dire et je vais encore le redire, ce n'est pas la durée de temps qu'un pays fait en tant que pays indépendant qui construit ou qui développe ce pays-là. C'est la qualité des hommes qui animent ce pays. Nous sommes aujourd'hui à plus de 50 ans d'indépendance, monsieur Sandio. Aujourd'hui, nous sommes dans la pure distraction du siècle. C'est-à-dire que nous sommes occupés à nous battre pour les problèmes qui ne nous regardent pas du tout. Nous avons des problèmes. La répartition des richesses n'est pas bien faite. Nous sommes d'accord. Nous devons travailler là-dessus. Mais nous devons surtout promouvoir ce que nous avons. Éduquer nos enfants de telle sorte qu'ils doivent être ceux-là qui vont construire cette nation. Alors je voudrais résumer, Monsieur Serge Espoir Matomba, les propositions que vous aviez faites dans le cadre de la résolution définitive de la crise. D'abord, vous suggériez qu'il est important d'accélérer la décentralisation, du moins d'aller vers une décentralisation véritable avec une autonomisation de ces collectivités territoriales décentralisées qui pourraient définir le schéma directeur des projets de développement qui leur sied le mieux. Ceci au terme forcément d'une élection qui permettra au peuple de choisir les élus en fonction des idéologies. Sur le plan administratif, vous avez également, territorial, vous insistez sur l'urgence d'un découpage qui tient en compte notre passé historique, sociologique et même culturel. Et de cette fameuse révolution culturelle, vous insistez sur l'instauration d'une langue, véritable pouvoir et un moyen également qui permet de faire véhiculer la pensée, mais une pensée qui doit être finalement mise sous le coudé grâce à un système éducatif refondé et un système juridique parfaitement peaufiné. Je crois que j'ai suffisamment bien résumé la pensée du peuple uni pour la rénovation sociale, mais cela, c'est finalement la conclusion d'un processus qui doit s'ouvrir avec un dialogue. Le dialogue est le premier palier à franchir. Avec qui doit-on dialoguer pour résoudre ce problème anglophone? Avec les Camerounais, monsieur Sanjo. Avec les Camerounais, on doit dialoguer pour résoudre ce problème. Avec des leaders religieux, nous avons cité, avec des leaders politiques, avec, n'est-ce pas, des membres de la société civile, avec et surtout, n'est-ce pas, les femmes d'influence. Monsieur Sanjo, il y a des Camerounais qui sont disposés à discuter. Parce que comme je le dis encore, outre le fait de l'identité, la crise identitaire... Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un mandat pour pouvoir discuter de ces questions? Outre la crise identitaire, il y a le fait de la répartition des richesses. Où mettez-vous la question de la légitimité? C'est peut-être là la question. Vous dites qu'il faut dialoguer avec
tous les Camerounais. Serge Espoir, on est, selon le dernier comptage, on est à peu près 24 millions. Mais écoutez, les Camerounais sont représentés. 24 millions. Non. 24 millions de Camerounais pour résoudre un problème. Les Camerounais sont représentés par des organisations. La société civile n'existe pas. Mais la question de la légitimité de ces législations, est-ce que ce n'est pas cela aujourd'hui qui pourrait plomber vous vous rappelez du 1er octobre, lorsque les Takouben sont sortis, n'est-ce pas, dans le sud-ouest, les femmes sont sorties, ce qui s'en est suivi, c'est qu'après, les enfants ont pris des armes de ce côté-là. Ils sont entrés en brousse. Ce qu'on dit, c'est qu'on ramène ces femmes sur la table. Ce qu'on dit, c'est qu'on rencontre le clergé et qu'on dise au clergé, nous avons besoin des représentants pour discuter sur la table. C'est qu'on dise à la classe politique, nous avons besoin des représentants pour discuter autour de la table. Ce qu'on dit, c'est qu'on demande à la société civile, nous avons besoin des éléments pour discuter autour de la table sur ce problème camerounais. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Ces personnes que vous avez citées sont légitimes aux yeux des Camerounais pour parler sérieusement de ce problème-là? Évidemment, M. Sandio. M. Sandio. Quelle est l'unité de mesure de la légitimité pour vous? Écoutez, si vous pensez que il faut inventer les nouveaux Camerounais ou alors aller les débusquer ou je ne sais pas trop, ce problème, qui est un problème camerounais, ne trouvera pas de solution. Alors, vous avez un problème de légitimité. Mais lorsque je dis encore... Puisqu'il s'agit de résoudre un problème évidemment, lorsque je parle, qui pose... Lorsque je parle, je vous ai pris un exemple des femmes. Lorsqu'elles sont sorties, les enfants sont entrés en brousse après. Est-ce que cette image ne vous renvoie à rien? Vous devez comprendre que ces femmes ont de l'influence sur leurs enfants. Il y a des chefs traditionnels qui ont des influences, n'est-ce pas, sur leurs enfants ou leurs... Jusqu'en ce moment, on voit également des femmes qui sortent avec finalement des feuilles d'arbres de paix et qui réclament un retour à la normale dans ces régions-là et qui ne donnent pas l'impression d'avoir encore la même mise sur ceux qui sont dans le maquis. Le processus est enclenché. Il faut absolument s'asseoir autour de la table avec les différents acteurs que nous avons cités, certainement d'autres que nous n'avons pas pu citer. Il y a même des artistes. Attention, il y a même des artistes qui doivent être mis à contribution, qui peuvent s'asseoir autour de la table. Parce que, voyez-vous... Est-ce qu'il y a un cadre républicain pour un dialogue? Le président de la République est formel là-dessus. Un dialogue, oui, mais dans le cadre d'une légalité républicaine. Et quelques exégètes semblent indiquer que seul le Parlement peut avoir, de par les dispositions de son règlement intérieur, la capacité d'ouvrir les consultations sur cette question. Non. Vous partagez cette analyse? Non, je ne partage pas cette analyse. Et surtout, ce sont des analyses qui visent, n'est-ce pas, à radicaliser beaucoup plus les uns et les autres. Je crois qu'il y a des acteurs disponibles et qui sont prêts d'ailleurs. Plusieurs ont manifesté déjà leur intérêt à participer au dialogue. Il ne faudrait pas ignorer qu'il y a à un moment donné certaines personnes qui sont aujourd'hui dans le maquis ou alors en brousse, ont décidé, n'est-ce pas, manifesté la volonté de s'asseoir et pour dialoguer. Donc, nous devons tenir compte de tout cela. Est-ce qu'avec les personnes que vous aviez évoquées tout à l'heure, on ne risque pas de se retrouver dans une sorte de dialogue remake Fumban 61? Écoutez, peu importe ce que vous pensez. Non, puisqu'on parle de la question, la question des personnes autour de la table, aujourd'hui on évoque de nouveau cette fameuse crise anglophone. Certains indiquent que finalement il faut revoir l'histoire après la colonisation, après la mise sous mandat et sous tutelle des Nations Unies. Certains disent même que la fameuse conférence de Fumban, c'était, on dirait, l'élément déclencheur de la colère de certains, puisque effectivement on parlait à ce moment donné de la question de la forme de l'État. Mais il y a un problème de fond et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. La question de la légitimité des personnes à inscrire autour d'une table pour résoudre un problème. Nous, au sein du PURS, nous avons touché le problème dans le fond. Nous ne sommes plus sur les débats de l'indépendance et autres. La question aujourd'hui n'est pas telle zone était ou est indépendante. La question est que les Camerounais s'asseyent pour parler. Il s'agit de cela. Donc vous avez identifié... Il n'est plus pour nous question... Les acteurs mais M. Sandio, nous nous battons pourquoi? Pour de l'arbitraire. Avouons au moins, sachant déjà que c'est pour de l'arbitraire que nous nous battons. Parce que qu'est-ce que les uns réclament? Non, nous sommes le Cameroun anglophone, nous étions indépendants. Ça veut dire quoi Cameroun anglophone? Ça veut dire quoi Cameroun francophone? Il s'agit de quoi? À quel moment vous êtes devenus
Cameroun anglophone ou Cameroun francophone. Dans les coloniales. C'est pour cette raison que dès que vous avez identifié le véritable problème, vous apportez des solutions réelles. Et nous disons, nous avons besoin d'un seul Cameroun. Nous sommes dans un Cameroun. Nous sommes dans un Cameroun. Et nous avons besoin de tous les Camerounais pouvant jouir, n'est-ce pas, des fruits de ce pays et participer à la construction de ce pays. Comment percevez-vous l'appel à l'ouverture de cette fameuse All Anglophone Conference, la conférence nationale anglophone, l'initiative y arrive du cardinal Christian Tchoumi? Comment vous trouvez cette approche qui vise à réunir quelques protagonistes autour d'une table, mais cette fois-ci dans une région, l'une des régions chrysogènes, la région du Nord-Ouest, la ville de Bamenda? Est-ce que cela ne risque pas davantage de radicaliser? Monsieur Sandjo, toute initiative qui vise, n'est-ce pas, à amener ou à apporter l'apaisement, nous ne pouvons que saluer ces initiatives. Nous ne pouvons pas avoir des sous-entendus. Nous ne pouvons pas lire dans la boule de cristal pour définir ce que les uns et les autres ont comme agenda caché ou alors sont en train de planifier. Mais ce que nous savons, c'est que cette initiative naît du fait d'une crise. Et alors, si cette initiative naît du fait d'une crise, ça veut dire qu'elle naît pour trouver, n'est-ce pas, ou apporter de l'apaisement. Et nous ne pouvons que saluer cela. Toutes les initiatives qui vont dans le sens de l'apaisement, nous saluons ces initiatives, M. Serge, la pertinence de vos propositions suscite chez moi quelques interrogations. Est-ce que ces propositions sont suffisamment pertinentes pour une sortie de crise dans ces régions? Je fais une petite chronologie avec votre permission. En 2014, le président de la République est à Paris et déclare la guerre à la nébuleuse Boko Haram qui sévit dans la partie septentrionale du Cameroun. On n'a pas fini de parler de ces terroristes-là qui menacent la quiétude de nos populations qu'en 2016, une revendication corporatiste se transforme rapidement en velléité séparatiste, puis insurrectionnelle dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le gouvernement essaye de faire ce qu'il peut pour un retour à la normale. Les succès et évidemment le bilan est mitigé. Quelques semaines plus tard, on a une communauté internationale qui semble mettre la pression sur le régime de Yaoundé. Ces rapports publiés par des organisations non gouvernementales aux allures de brûleurs accablent l'armée du Cameroun et accusent l'État de violation des droits de l'homme. Le Conseil de sécurité, de manière informelle, semble saisi de la question. L'Organisation de l'Unité africaine est également saisie sur le même dossier. L'Union européenne, dans une des résolutions adoptées au cours de cette même période-là, décide également de prendre quelques résolutions qui sont en défaveur du Cameroun. Est-ce que cette chronologie de quelques faits aujourd'hui ne vous amène pas à vous questionner sur la pertinence des propositions que vous faites pour une sortie de crise? Écoutez, nous sommes sûrs d'une chose, c'est que, comme je l'ai d'ailleurs dit, la solution au problème du Cameroun reste une solution camerounaise. Et nous sommes ceux-là qui sommes amenés, n'est-ce pas, non seulement à proposer, mais à apporter des solutions. Et outre le fait que n'est-ce pas, la communauté internationale, comme toutes les organisations qui peuvent bien s'intéresser au Cameroun, ont une opinion. Elles sont libres, n'est-ce pas, de dire et de penser ce qu'elles veulent. Mais nous devons nous inscrire, n'est-ce pas, dans le registre de notre souveraineté. Monsieur Sandjo, n'oublions pas quelque chose de précis. Après les indépendances, on nous a donné, n'est-ce pas, ceux qu'ils ont considérés comme des gouverneurs, que nous considérons comme des présidents. Et ces personnes avaient des contraintes. Ces personnes, jusqu'à ce jour, sont encore au pouvoir. Parce qu'en réalité, on n'a pas changé de système depuis lors. Mais nous ne pouvons pas, M. Sandjo, continuer de croire que nous allons arriver et continuer dans ce même système avec les mêmes agissements. Ou alors, qu'on nous dictera ce que nous avons à faire. M. Sandjo, lorsque vous êtes en train de faire votre champ d'ananas, vous ressortez l'ananas normalement, vous le vendez sur le marché.
On vient vous démontrer que votre ananas pourrait produire beaucoup plus si vous utilisez des engrais. On vous donne même ces engrais-là. Vous utilisez des engrais. Après 2, 3, 4 productions, votre sol ne peut plus produire ces ananas. Vous pensez que celui qui est venu vous donner ces engrais, il vous aimait tant? Vous pensez qu'il n'avait pas de calcul derrière ce qu'il voulait? Ou alors ce qu'il recherchait? Monsieur Sanjo, nous devons être aujourd'hui en mesure de dire et de penser que la construction de nos États, de notre pays, dépend de nous, dépend des méthodes que nous allons utiliser. Et rassurez-vous, il n'existe pas d'amis, d'amitié entre pays. Il n'existe que des intérêts. Il n'existe que des intérêts. Si des gens s'intéressent à vous, c'est parce qu'ils ont leur, n'est-ce pas? Si des gens collaborent avec vous, c'est parce qu'ils ont des intérêts chez vous. Prenons un exemple simple. La plupart des pays qui ont des représentations diplomatiques dans d'autres pays, c'est tout simplement parce qu'il y a une relation d'intérêt entre les deux pays. Lorsque vous n'avez pas un intérêt dans un pays, vous n'avez même pas, vous ne trouvez même pas la nécessité d'avoir une représentation diplomatique, même si elle est honoraire. Donc c'est pour dire que les États ne se définissent pas par amitié, ou alors ne collaborent pas par amitié, et collaborent par intérêt. Maintenant, est-ce que les intérêts des autres sont nos intérêts? Est-ce que nous comprenons que ceux qui nous ont dirigés jusqu'à présent ont eu des contraintes? Et nous devons venir briser cela et avancer vers autre chose. Est-ce que nous sommes prêts à nous remettre dans ce même système au détriment, n'est-ce pas, du bien-être de notre population? Je pense que non. Et je crois que nous devons donc provoquer d'abord cette révolution culturelle. Parce qu'on veut nous faire croire, monsieur Sanjo, que notre problème est économique. Mais il ne l'est pas. Il est culturel. À partir du moment où nous allons le provoquer, à partir du moment où nous allons vivre cette révolution culturelle, nous allons reformer l'homme, le Camerounais, qui sera en mesure non seulement de défendre sa nation, mais de construire sa nation. Serge Espoir Matomba, parlons à présent, si vous le voulez bien, de la dernière élection présidentielle au Cameroun. D'abord, je voudrais m'arrêter sur un fait. Vous aviez effectué 4 déplacements à l'étranger. Et en septembre 2018, avant cette élection présidentielle, vous avez rencontré la diaspora du Cameroun. Certains disent qu'on a une diaspora subversive. Vous pensez cela aujourd'hui, au regard des événements tristes observés sous d'autres cieux, avec l'emphase mise sur la mise à sac des ambassades du Cameroun à Berlin et en France, pour ne citer que ces cas, et les manifestations publiques observées depuis peu sur quelques places publiques européennes? Je crois que nous avons une diaspora que nous devons mettre à contribution pour la construction du pays. Je crois que cette diaspora est-ce qu'elle a instrumentalisé la diaspora Je crois actuelle? que cette diaspora s'est sentie, n'est-ce pas, très isolée à un moment donné. Et rassurez-vous, hein, nous avons une grande partie de la diaspora qui est muette, qui ne parle pas, qui observe, mais qui a besoin, n'est-ce pas, d'être... qui est disponible pour le Cameroun. Les mécanismes qui doivent aboutir, n'est-ce pas, à l'implication de la diaspora sont encore verrouillés. D'où nous avons même lancé un appel, n'est-ce pas, à cette diaspora, qu'elle se mobilise, qu'elle vienne participer, n'est-ce pas, à la construction de la nation. Donc, il ne faudrait pas regarder des cas isolés de certaines personnes, parce que ça existe dans la diaspora, ou même au Cameroun même, ou à l'intérieur du pays, pour, n'est-ce pas, en faire... pour essayer de stigmatiser la diaspora. On parle de l'image du Cameroun, on parle de l'image du Cameroun, et j'aimerais peut-être qu'on s'arrête là-dessus. Vous voulez peut-être minimiser les actions perpétrées par certains Camerounais. Non, je serai très direct avec vous, monsieur Sandou. Avez-vous le sentiment que de tels actes aujourd'hui je ne minimise aucune action. Nous avons d'ailleurs condamné avec la dernière énergie ce qui s'est passé dans les ambassades du Cameroun. Nous avons condamné cela. Et les manifestations qui persistent, écoutez, comment vous les qualifiez? Je ne quelle peux image, croyez-vous, ce que je sais et ce que je peux affirmer aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas pu construire le Camerounais. Voyez-vous? Parce que aujourd'hui, le Camerounais ne sait pas pourquoi il doit se battre et pour qui il doit se battre.
Monsieur Sandio, nous assistons à des révolutions un peu partout dans le monde, ce qui est entre parenthèses appelé révolution. Nous assistons à des booms économiques dans le monde, c'est-à-dire certains pays qui se démarquent. Nous voyons comment ces pays se démarquent. Ce qui est mauvais chez le Camerounais, c'est qu'on copie toujours le mauvais exemple pour l'appliquer. Voilà ce qui est mauvais. C'est qu'on ne prend pas ce qui est bien pour l'appliquer. Et malheureusement, nous sommes aujourd'hui, M. Sanjo, en train de ternir l'image de notre pays. Parce qu'on confond de combat. On se dit que c'est le monsieur Biya qui est au pouvoir qui est le problème. On a un problème de système au Cameroun. Voyez-vous, M. Sanjo, je suis aussi avant tout un opérateur économique et je peux vous dire quelque chose de pertinent. Pour nous qui amenons généralement des investisseurs dans ce pays, lorsque vous avez fini, n'est-ce pas, de présenter l'image de votre pays tel que c'est fait présentement, vous savez ce qui vous attend avec vos différents investisseurs qui viennent créer de la plus-value ou alors créer des entreprises qui embauchent des Camerounais. C'est que tous se disent non, ce pays n'est pas une destination conseillée. Mais alors, ceux qui payent le prix, ce sont nos familles qui sont là. Ceux qui payent le prix, ce sont nos enfants qui sortent des écoles. Est-ce que les hommes Ceux politiques qui payent le prix, ce sont nos étudiants qui sortent de l'école. Donc, vous voyez un peu, M. Sanjo, donc nous devons mesurer les actions que nous menons. Nous devons nous avons un combat qui est celui du bien-être. Mais nous devons savoir comment est-ce que nous le menons et où est-ce que nous le menons surtout. Je parlais de la diaspora, M. Serge Espoir Matomba. Je voudrais m'arrêter sur l'une des phrases qui vous serait attribuée. Parlant du Soudan, vous aviez indiqué que le peuple reste le seul détenteur du pouvoir. Il doit en être conscient pour faire bon usage des leviers, des différents leviers. Je crois que c'est cela que vous souhaitiez exprimer. Est-ce que vos propos n'ont pas été mal interprétés par certains Camerounais de la diaspora qui pensent qu'ils ont également le droit de manifester bruyamment parfois sur des places publiques pour exprimer leur mécontentement? Écoutez, il y a, n'est-ce pas, la liberté de manifestation que nous devons tous respecter. Maintenant, quelle éducation avons-nous reçue et pourquoi est-ce que nous manifestons? Mais il s'agit de cela, monsieur. Monsieur Sanjo, j'ai mené une grève de la faim contre les accords de partenariat économique. Parce que je disais à l'époque, notre tissu économique est trop faible pour que nous puissions ratifier ces accords. Nous allons paralyser l'économie camerounaise et nous allons empêcher, n'est-ce pas, les planteurs, les cultivateurs de pouvoir sortir normalement leurs produits des différents champs et pour le marché camerounais. Donc, parce que le tissu était faible. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est que nous devons, M. Sanjo, non seulement produire camerounais, mais transformer et consommer camerounais. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que nous pensons que la lutte, au regard de tout ce qui se passe, est un problème uniquement lié à la gouvernance ou alors aux personnes, aux individus? Est-ce que la lutte est un problème lié, n'est-ce pas, aux individus? Monsieur Sanjo, je l'ai dit, chaque Camerounais est responsable de ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Lorsque vous avez 6 millions d'inscrits, vous avez 3 millions de votants, vous vous attendez à quoi? Vous produisez, mais vous ne consommez pas ce que vous produisez. Vous consommez plus ce que vous ne produisez pas et des produits qui viennent d'ailleurs. Vous vous attendez à quoi? Mais vous souhaitez un équilibre économique. Monsieur Sanjo, vous avez du pain, vous ne le portez pas. Vous avez du riz, vous ne le mangez pas. Vous importez pour des milliers de milliards, des tonnes de riz. Vous importez dans votre marché. Pourtant, vous avez la possibilité de cultiver le riz. Vous avez des terres. Vous avez même eu des rizières à un moment donné. Et ces rizières peuvent tout simplement être, n'est-ce pas, réactivées. Monsieur Sanjo, construire un pays nécessite, n'est-ce pas, de la volonté et la participation de plusieurs citoyens désirant de voir le pays se positionner. Et il urge, n'est-ce pas, que chacun prenne conscience. Est-ce le combat contre M. Biya ou est-ce le combat contre la pauvreté?
Est-ce le combat contre Biya et son entourage, le président Biya et son entourage, ou est-ce le combat pour que chaque Camerounais vive dans de meilleures conditions? Monsieur Si tel est le cas, oui, qu'est-ce que nous avons à faire? Est-ce que ce discours, à votre avis, est passé lors de vos séjours du côté de l'Europe? Je rappelle que votre programme politique a certes été réactualisé en 2017, mais c'est un programme qui date d'il y a un peu plus de 4 ans. Donc, à ce niveau, vous étiez avant-gardiste. La diaspora a accueilli votre programme de société comment? Écoutez, très bien. Elle a accueilli le programme très bien. Maintenant, nous ne pouvons pas faire de commentaires, comme je l'ai dit, sur les résultats des votes. Vous savez, on a une diaspora qui souffre d'un autre problème, qui est un problème dont nous avons relevé dans notre projet de société. Et nous le disons, il urge que nous puissions, n'est-ce pas, rendre la nationalité camerounaise inaliénable. C'est-à-dire que, là encore, comme nous avons l'habitude de dire, le problème de la double nationalité, lorsqu'il est posé, nous disons, pour nous, au sein du PUR, c'est un faux débat. Nous, ce que nous disons et ce que nous voulons, c'est que la nationalité camerounaise devienne inaliénable, tout simplement. C'est-à-dire que si vous avez été Camerounais, que vous ne la perdiez jamais. Si vous avez 10 nationalités au-dessus de la nationalité camerounaise, ce n'est pas un problème. Vous avez donc une forte diaspora qui, aujourd'hui, a, pour des raisons diverses, a une autre nationalité ou plusieurs nationalités. Et qui se sent, n'est-ce pas, isolé et qui trouve même son champ d'action au Cameroun limite. Mais il faut amener cette diaspora à contribuer. Serge, j'aimerais qu'on sorte sur une polémique avant d'avoir 2 images que j'ai sélectionnées pour cette émission avec vous ce soir, sur une polémique autour de ce ralliement ou pas entre le MRC et le Peuple uni pour la rénovation sociale. Le professeur Kamto, vous avez-il tendu effectivement la main? Avez-vous dit non et pourquoi? Monsieur Sanjo, nous avons discuté, et ça vous le savez d'ailleurs, depuis plusieurs années avec plusieurs formations politiques et plusieurs potentiels candidats. Et en 2017, nous avons réactivé, n'est-ce pas, ces discussions en vue de mutualiser les forces avec plusieurs formations encore et des potentiels candidats. Et lorsque les candidatures ont été retenues, nous avons continué, n'est-ce pas, dans les discussions avec certains. Ce qu'il faut dire, et ce que nous avons d'ailleurs dit, c'est que nous avons tous échoué par égoïsme, par hypocrisie. Parce que, voyez-vous, nous n'avons pas eu l'opportunité ou alors la volonté, je ne dirais pas opportunité, nous n'avons pas eu la volonté de pouvoir nous asseoir. Lorsque vous dites vous, tous, vous faites allusion à l'opposition. Oui, évidemment. Je fais allusion à tous les candidats de l'opposition qui, n'est-ce pas, participaient à cette élection oui. Présidentielle 2018. Nous n'avons pas eu la volonté de nous asseoir autour d'une table. Nous avons été hypocrites parce que les discours qu'on tenait devant la télé n'étaient pas ce qui se faisait. Et nous avons été égoïstes parce que chacun pensait qu'il pouvait, n'est-ce pas, remporter à lui seul les élections. Donc il se trouve que l'hypocrisie, c'était à quel niveau? Certains estiment avoir en leur possession des éléments qui permettent d'acter leur victoire issue de l'opposition. Quelle est votre position sur ces déclarations-là? Écoutez, je dis encore, chaque parti a ses méthodes et a, n'est-ce pas, son programme. Nous avons nos PV. Et dans nos PV, nous savons exactement que nous n'avons pas gagné l'élection présidentielle de 2018. Et nous savons aussi que la plupart de tous ceux qui déclarent qu'ils ont gagné n'ont pas gagné l'élection. Mais nous ne sommes pas là pour venir répondre, n'est-ce pas, ou alors venir répondre à des allégations de tel parti ou de tel candidat. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Et nous le disons encore, notre échec est parti du fait que nous ayons ensemble, manifestement, loupé l'occasion de nous asseoir autour de la table par hypocrisie et par égoïsme. Égoïsme à quel niveau, Serge Espoir Matomba? C'est une affaire d'argent qui a divisé. Écoutez, égoïsme parce que chacun s'est dit, entre parenthèses, qu'il pourra le faire seul. Et à la dernière minute, vouloir faire croire aux autres qu'on essaye de faire un ralliement. Il ne s'agissait pas de cela. Nous avions eu le temps, monsieur Sanjo. L'élection ne s'est pas convoquée, l'élection ne se tenait pas le 6 octobre. L'élection qui se tenait le 7 octobre, ce n'est pas le 6 octobre qui a été convoquée. D'ailleurs 15 jours Ça veut dire que nous avons eu le temps
Et bien avant ces 15 jours, nous avions eu le temps de nous asseoir. Mais est-ce que nous l'avons fait? Ben, chacun croyait qu'il était... Nous avons entrepris les démarches, mais qui n'ont pas abouti à la fin. Je voudrais qu'on prenne rapidement, avec la permission de la réalisation, ce soir quelques images. J'en ai sélectionné 2. On vous présente comme le leader de la jeunesse consciente, mais consciente de son histoire au Cameroun. Et pour cela, je voudrais que vous commentiez ces 2 images. La première, la voici. Alors, le prix Parti politique patriote, oui. Alors, le groupe d'excellence africaine, j'ai été saisi il y a, je crois, quelques mois ou semaines par ce groupe-là qui me faisait savoir qu'ils ont, après l'analyse, n'est-ce pas, non seulement du parcours politique du parti, et ils ont décidé, n'est-ce pas, d'attribuer, le PURS a été choisi comme étant le meilleur parti politique patriote au Cameroun, bien évidemment après les échéances des élections 2018. C'est avec beaucoup d'honneur que nous avons reçu, n'est-ce pas, ce prix-là, et nous nous sommes dit que nous allons continuer à travailler. Vous savez, nous sommes un parti de gauche. Nous pensons que l'humain est au centre. Nous croyons que si en développant l'humain, nous développons la nation. Nous croyons qu'il faut travailler urgemment pour que chaque Camerounais puisse vivre dans des meilleures conditions, mais ceci dans la vérité, n'est-ce pas, et surtout dans le respect, n'est-ce pas, de l'autre. Serge Espoir, série sur le gâteau, dernière image. Alors oui, là c'est cette même organisation qui nous a donné, qui m'a attribué à moi le prix, n'est-ce pas, de l'homme politique. Palme d'or de l'homme politique de l'année 2018. De l'homme politique de l'année 2018. Vous savez, lorsqu'ils m'ont saisi en me disant que, monsieur le premier secrétaire, vous avez été choisi, n'est-ce pas, par nos pairs, par les membres du jury. J'ai d'abord demandé qui sont ceux qui constituent le jury. Ils m'ont dit, nous ne pouvons pas vous donner tous les détails, mais voilà les critères sur lesquels nous nous sommes basés. Déjà, je me suis dit, si vous devez choisir le candidat qui a remporté, et du moins qui a eu le plus de suffrages, il ne s'agit pas du suffrage, il s'agit de la démarche. Il s'agit de la démarche du projet politique. Et ils ont commencé par me dire avec des détails, en 2018, ils disent, parce que les élections n'ont pas commencé en 2018, on a pu voir depuis 2017 ce qui se passe, mais en 2018, voici ce que vous avez fait, M. Matomba. Vous avez été présent sur le terrain, dans les 10 régions du Cameroun. Votre discours était celui-ci. Votre projet de société était celui-ci. Vous êtes le leader pour lequel les militants n'ont jamais invectivé des gens soit sur les réseaux sociaux ou alors sur la place publique. Vous avez pu tenir le cap vous avez ramené l'éthique en politique. Donc, en somme, vous avez innové en matière d'image. Ils me disent, vous avez révolutionné la communication politique au Cameroun. Premièrement, l'image personnelle du candidat, parce qu'on a pu observer que c'est après vous que tous les autres candidats sont allés faire des shootings photos. Et on a pu observer votre communication sur vos différents supports officiels. Et plus loin, pendant la campagne, vous avez innové en matière de campagne. Et en gros, nous avons compris, et ceci avec, n'est-ce pas, un comité certains, comme ils m'ont dit, sans me donner des noms, religieux, professeurs d'université et bien d'autres, décidé que vous êtes l'homme politique de l'année. Mediapart n'avait donc pas mal vu lorsque ce média français constatait également que vous aviez, au cours de la campagne électorale précédant l'élection 17 octobre 2018, véritablement révolutionné la communication politique. C'est peut-être aussi le prix de la responsabilité de l'homme politique que vous êtes. Serge Espoir Matomba, merci d'être venu infiniment pour cette édition d'Un fauteuil pour vous. Je rappelle qu'on recevait Serge Espoir Matomba, il est le premier secrétaire du PURS, c'est le parti du peuple uni pour la rénovation sociale qui arrive, candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018.
Monsieur Serge Espoir Matomba, merci d'être venu. Merci, Monsieur Sandio, et merci à vos millions de téléspectateurs qui nous ont suivis. C'est tout pour cette livraison d'un fauteuil pour vous ce samedi. Merci de nous avoir accordé votre attention. Au revoir.